Là, je voudrais que ça se passe comme ça. Et surtout, j'aime que dans ce couple, j'aime... Bienvenue sur Icônes et Silence, la chaîne où nous prenons le temps d'explorer les destins fascinants, les failles secrètes et les mystères enfouis de celles et ceux qui ont façonné notre culture contemporaine. Il y a des visages qui semblent naturellement sculptés pour la joie, des voix qui résonnent dans notre mémoire collective comme la promesse d'un rire inévitable et salvateur. Pour des millions de Français, Valérie Lemercier est cette incarnation absolue de l'humour chic, cette figure d'une élégance rare et un brin décalé qui a su, pendant plus de 30 longues années, enchanter une nation entière. Elle est cette amie imaginaire que l'on voudrait tous avoir à notre table, cette femme brillante qui tourne en dérision les travers de notre société bourgeoise avec une justesse inégalée et une tendresse infinie. Pourtant, derrière les récompenses prestigieuses, derrière les triomphes sur les planches des plus grands théâtres et les millions d'entrées au cinéma, se cache une âme dont le parcours intime ressemble beaucoup moins à une comédie légère qu'à un drame profondément bouleversant, un drame subtilement tissé de silences pesants et de deuil impossible à surmonter. À 62 ans, la reine incontestée de la comédie française porte en elle une mélancolie tenace que bien peu de gens ont su déceler sous ses sourires radieux. Récemment, une image a littéralement figé le cœur du public. C'était l'image d'une femme dévastée, le regard perdu dans le vide sous la pluie parisienne. Lors des obsèques du célèbre et brillant avocat pénaliste Hervé Temim, cet homme exceptionnel ne représentait pas seulement une figure majeure du droit dans notre pays, il fut surtout le grand amour de sa jeunesse, son pilier inébranlable et son complice de toujours, même des années après leur séparation amoureuse, ce jour-là, devant les caméras respectueuses et une foule endeuillée, le masque toujours joyeux de l'artiste s'est soudainement brisé. Cette fêlure a laissé entrevoir la douleur insoutenable d'une femme profondément marquée par la perte, mais aussi par la solitude d'une vie sans enfant. Un vide personnel qu'elle a fini par accepter avec une immense dignité au fil du temps. Mais pour saisir véritablement la profondeur de cette tristesse infinie, pour comprendre de quoi est fait le cœur de Valérie Lemercier, il faut oser remonter le temps et regarder bien au-delà des apparences lumineuses des tapis rouges. La vérité la plus poignante la concernant ne se trouve ni dans les pages glacées des magazines, ni dans les discours de remerciement des Césars. Elle réside dans un chapitre très sombre et méconnu de sa jeunesse, une épreuve d'une violence psychologique extrême qu'elle a eu le courage inouï de révéler elle-même des années plus tard. Imaginez un instant la scène. Nous sommes à la fin des années 80, une jeune femme d'à peine 23 ans. Totalement épuisée par la vie, erre seule dans les rues froides de Paris avec une simple valise à la main. Elle ne cherche pas la gloire ce jour-là. Elle ne se rend pas à une énième audition pleine d'espoir. Non, elle se dirige d'elle-même, dans un acte de survie désespéré, vers les portes lourdes de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Une fois sur place, elle demande humblement à être internée, car elle sent, selon ses propres mots, que son esprit vacille dangereusement et qu'elle est en train de tomber en morceaux. Mais alors que la France entière s'apprêtait à couronner son génie comique, que s'est-il réellement passé dans l'ombre pour qu'une jeune artiste s'effondre de cette manière? Quelle blessure secrète portait cette valise? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir sur les failles intimes de cette icône est loin, très loin des éclats de rire habituels, et je vous promets que cette histoire changera à tout jamais votre façon de la regarder. Pour comprendre comment une telle fêlure a pu naître dans le cœur de celle qui nous fait aujourd'hui tant rire, il faut quitter l'agitation parisienne et remonter le cours du temps jusqu'en Normandie, dans le petit village balayé par les vents de Gonzeville. C'est là, au sein d'une famille de très riches agriculteurs, que la petite Valérie voit le jour et grandit. Son enfance baigne dans ce que l'on pourrait appeler la grande bourgeoisie rurale. Un monde matériellement florissant où les champs de blé s'étendent à perte de vue, mais où les émotions sincères, la tendresse et les fragilités enfantines sont souvent passées sous silence, étouffées sous le poids des conventions provinciales. Bien qu'elle grandisse entourée de ses 3 sœurs dans cette vaste demeure, Valérie se sent désespérément seule et se perçoit très vite avec la cruauté innocente de l'enfance, comme le vilain petit canard de la fratrie.
Son père, cet homme de la terre qu'elle aime pourtant d'un amour profond et inconditionnel, l'appelle affectueusement « mon petit Valou ». Ce surnom aux consonances résolument masculines, systématiquement associé à une coupe de cheveux très courte qu'on lui impose dès son plus jeune âge, sème en elle un trouble identitaire vertigineux. Elle avouera bien plus tard, avec une lucidité désarmante, qu'elle avait la sensation physique que le rôle de petite fille n'était tout simplement pas fait pour elle, qu'il n'y avait absolument aucune place pour sa propre féminité naissante dans cette immense maison normande. Ce mal-être profond et silencieux se traduit par une souffrance intime que beaucoup d'enfants connaissent, mais que l'on tait par une honte dévastatrice. Jusqu'à l'âge de 14 ans, une période délicate où l'adolescence exige de la grâce et de la légèreté. La jeune Valérie souffre d'énurésie sévère, un mal nocturne qui l'oblige à dormir avec un appareil médical humiliant, une machine implacable qui sonne de manière stridente à la moindre goutte pour la réveiller en sursaut. Pouvez-vous seulement imaginer la détresse psychologique de cette adolescente se sentant inadaptée, enfermée dans une anxiété nocturne constante et littéralement terrifiée à l'idée de s'endormir? C'est précisément dans ces ténèbres de la mésestime de soi qu'elle va découvrir sa seule arme de survie, son unique bouclier contre le jugement écrasant des autres, à savoir l'humour, en imitant avec une précision diabolique les clientes bourgeoises de sa mère, en observant les petites manies et les hypocrisies des adultes avec une acuité redoutable. Elle réalise soudainement qu'elle possède le pouvoir rare de déclencher le rire. Ce rire n'est pas une simple distraction pour elle, c'est une bouée de sauvetage émotionnel, la seule chose qui lui offre enfin une existence tangible et respectée aux yeux de sa famille. C'est armée de cette faim dévorante, de reconnaissance et de ce besoin viscéral de fuir l'étouffement de la province qu'elle débarque dans la capitale à seulement 18 ans. Le Paris des années 80 est une jungle éblouissante où elle enchaîne les petits boulots précaires pour survivre. Elle vend des parfums, observe les femmes élégantes dans les allées des grands magasins, absorbant patiemment chaque détail, chaque intonation snob de cette société parisienne qu'elle finira par parodier avec tant de génie théâtral. Ses premières années sont marquées par le doute permanent et les refus cinglants, car son physique atypique et sa dégaine un peu lunaire déroutent totalement les metteurs en scène d'une époque qui ne jure que par des beautés standardisées. Pourquoi cette fille si bizarre s'obstine-t-elle à vouloir la lumière? Pourtant, à force d'une obstination féroce, son audace finit par payer lorsqu'elle attire l'attention avec sa folie douce, décrochant ce fameux rôle culte de Lady Palace à la télévision, un personnage qui la propulse brutalement sous le feu des projecteurs et fait d'elle la nouvelle coqueluche du pays. La France ébahie découvre alors un talent comique absolument fulgurant. Une jeune femme capable d'incarner les aristocrates les plus coincés avec une élégance folle et une modernité insolente, mais cette ascension météorique vers le sommet de la gloire cache en réalité une mécanique bien plus cruelle qui s'apprête à se refermer sur elle, alors que les portes du grand cinéma s'ouvrent enfin avec la préparation du triomphe historique que sera le film Les Visiteurs. Valérie s'apprête à vivre l'un des tournages les plus douloureusement humiliants de toute son existence. Restez avec moi, car ce qui s'est réellement murmuré dans les coulisses impitoyables de ce chef-d'œuvre du cinéma français explique pourquoi, au moment même où la France entière l'acclamait, elle a pris la décision la plus incompréhensible et choquante de toute sa carrière. L'année 1993 marque un tournant absolument historique pour le cinéma français et, plus intimement, pour le destin de Valérie Lemercier. Avec la sortie en salle de la comédie monumentale Les Visiteurs, elle devient presque du jour au lendemain une véritable icône nationale, le nouveau visage d'une France qui a un besoin viscéral de rire et de s'évader de son quotidien. Son interprétation magistrale du personnage de Béatrice de Montmirail, cette aristocrate coincée au mimiques inoubliables mais irrésistiblement drôles, lui vaut la reconnaissance ultime de la profession avec le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Du jour au lendemain, la France entière répète ses répliques cultes avec allégresse dans les cours de récréation comme dans les dîners mondains, et la presse ne jure plus que par cette jeune femme singulière.
De l'extérieur, c'est le couronnement absolu, le sommet vertigineux de la montagne, le conte de fées étincelant dont rêvent toutes les jeunes actrices qui montent à Paris avec une valise pleine d'espoirs et de rêves, mais derrière les sourires de façade obligatoires pour les flashs des photographes et la froideur des trophées dorés. La réalité des plateaux de tournage est d'une cruauté féroce, une cruauté presque indicible. Pour Valérie, ce succès retentissant à l'écran a en réalité le goût extrêmement amer de l'isolement, de la grande solitude et de l'humiliation secrète. Sur le plateau de tournage des Visiteurs, au lieu de trouver la grande famille chaleureuse du cinéma que le public s'imagine souvent à tort, elle se retrouve soudainement plongée au cœur d'un univers impitoyable, très largement dominé par des hommes de pouvoir. C'est un clan très fermé, une mécanique bien huilée où elle peine si douloureusement à trouver sa propre place. Loin de la bienveillance espérée, elle affronte une froideur glaciale au quotidien, se sentant constamment mise à l'écart des discussions, des blagues complices et des décisions artistiques. Le réalisateur et les acteurs principaux de cette immense super production forment un cercle exclusif et protecteur qui la laisse délibérément sur la touche, la traitant parfois comme une simple pièce rapportée, un outil comique corvéable à merci. Elle se sent ignorée, isolée, presque invisible malgré l'aveuglante lumière des projecteurs dirigés sur elle. Elle avouera même bien plus tard et avec beaucoup de pudeur avoir entendu des remarques désobligeantes et profondément blessantes sur son propre talent de comédienne dans son dos, alors même qu'elle donnait absolument tout, puisant dans ses propres failles intimes pour faire vivre son personnage. Pour cette femme ultra sensible qui s'était justement construite en opposition totale au rejet depuis sa rude enfance normande, revivre cette forme cruelle de marginalisation au sommet même de la gloire est une blessure insupportable, un venin qui ravive instantanément ses traumatismes les plus profonds. Comment peut-on faire rire des millions de personnes quand on a l'impression d'être méprisé par ceux-là même qui vous emploient? Pourtant, c'est précisément dans cette adversité terrible et destructrice que Valérie Lemercier va prouver l'immensité de son caractère et la véritable noblesse de son âme. Alors que la production forte des millions d'entrées historiques du premier opus lui offre un pont d'or et des sommes d'argent faramineuses pour reprendre son rôle dans la suite extrêmement attendue du film, elle prend une décision qui va stupéfier et choquer toute l'industrie du divertissement. Elle dit non. Pourquoi accepterait-elle de perdre son âme pour des millions de francs? Elle refuse catégoriquement de retourner dans cette arène, de revivre ce calvaire psychologique au quotidien et choisit avec un immense panache de préserver sa dignité, son intégrité et sa santé mentale plutôt que de céder aux sirènes dangereuses d'une célébrité toxique. Ce choix d'une bravoure exceptionnelle dans un milieu où l'argent et le pouvoir dictent habituellement leurs lois montre la force incroyable de cette femme qui refuse définitivement d'être une simple victime, mais ce qu'elle ignore au moment précis où elle claque si courageusement cette porte, c'est que le destin, toujours imprévisible, lui réserve bien d'autres batailles tout aussi dévastatrices sur le plan émotionnel. Des années plus tard, son amour sincère et son admiration sans borne pour une immense star internationale de la chanson vont se transformer en un véritable cauchemar médiatique, provoquant la colère implacable d'une des familles les plus puissantes du show business mondial. Restez avec moi, car le drame intime et totalement insoupçonné qui a entouré la création de son film Aline va mettre à l'épreuve son cœur d'une manière que personne, pas même elle, n'aurait jamais pu anticiper. Après avoir refusé avec un panache inouï de se plier aux exigences d'une industrie qui la marginalisait, Valérie Lemercier décide de prendre le contrôle absolu de son propre destin artistique en passant derrière la caméra. Elle veut prouver au monde, mais peut-être surtout à elle-même, qu'elle n'est pas seulement une actrice comique que l'on place là où ça arrange les producteurs, mais une créatrice visionnaire à part entière. C'est de cette ambition féroce
et d'une passion dévorante que naît le projet le plus fou, le plus risqué et le plus monumental de toute sa carrière, le film Aline. Pendant 3 longues années, Valérie va littéralement mettre sa propre existence sur pause, s'effaçant totalement pour se fondre dans la peau. La voix et l'âme de son idole absolue, la star internationale Céline Dion. Ce long métrage n'est en aucun cas une simple parodie moqueuse ou un projet commercial opportuniste. C'est une véritable lettre d'amour cinématographique d'une sincérité désarmante. Elle y investit tout son cœur, ses propres finances et une énergie vitale incommensurable, espérant ardemment rendre le plus majestueux des hommages à cette voix qui fascine la planète entière. Lorsque le film sort enfin sur les écrans, le succès public est indéniablement au rendez-vous et la critique salue unanimement sa performance extraordinaire. Un tour de force qui lui vaudra d'ailleurs de remporter un nouveau César de la meilleure actrice, mais la véritable récompense qu'elle attendait secrètement, la seule validation qui comptait réellement à ses yeux, à savoir la bénédiction de la famille de Céline Dion, ne viendra jamais au lieu de la gratitude espérée. C'est une véritable tempête médiatique d'une violence inouïe qui s'abat soudainement sur elle, sur les plateaux des chaînes de télévision québécoises. La sœur et le frère de la chanteuse prennent la parole avec une colère froide et implacable. Ils fustigent publiquement le film, reprochant durement à Valérie Lemercier d'avoir déformé leur réalité intime, d'avoir rabaissé la mémoire de leurs parents et de les avoir fait passer pour une famille de provinciaux incultes. Les mots employés lors de ces interviews télévisées sont tranchants comme l'âme. Pour Valérie, le choc émotionnel est absolument dévastateur. Comment se relever lorsqu'une déclaration d'amour d'une telle ampleur vous est renvoyée au visage avec autant de mépris? Imaginez la douleur abyssale de cette femme qui, depuis sa plus tendre enfance normande, lutte désespérément contre le sentiment constant d'être mal comprise et rejetée. Elle a offert 3 années de sa vie pour célébrer la beauté d'une famille unie, et cette même famille la repousse publiquement devant des millions de téléspectateurs. Bien qu'elle s'efforce de garder la tête haute face aux journalistes, refusant dignement de s'excuser pour son œuvre d'art et sa liberté de création, la blessure narcissique est profonde et cruelle. Elle se retrouve une fois de plus de manière tragique dans la position de la petite fille punie, celle dont les intentions les plus pures ont été cruellement déformées et mal interprétées. Mais alors qu'elle tente laborieusement de panser cette douloureuse plaie artistique et de se remettre de ce lynchage public, la vie s'apprête, hélas, à lui infliger une blessure bien plus intime, infiniment plus silencieuse et totalement irréversible. Restez avec moi, car la perte soudaine de l'unique homme qui savait véritablement apaiser ses terreurs nocturnes va bientôt la plonger dans une nuit dont on ne se réveille jamais tout à fait. Le chagrin artistique provoqué par la violente controverse autour de son film n'était malheureusement qu'un prélude à une épreuve intime infiniment plus cruelle, car si Valérie Lemercier a toujours su se relever des tempêtes professionnelles avec une élégance et une dignité rares, les tragédies inattendues de sa vie privée ont laissé dans son cœur des cicatrices bien plus profondes et indélébiles. Au fil des années, l'icône incontestée de la comédie a dû apprendre à apprivoiser une forme de solitude très particulière, celle d'une femme qui n'a jamais eu la possibilité d'avoir un enfant. Lors d'une interview télévisée profondément poignante, elle a confié avec une sincérité totalement désarmante qu'elle n'avait tout simplement pas eu cette chance que la vie offre à tant d'autres. Elle a même évoqué avec beaucoup de pudeur cette tristesse fugace, presque absurde, qu'elle ressentait autrefois en s'imaginant pousser un landau désespérément vide dans les rues de Paris. Ce vide maternel imposé par les caprices du destin, elle a vaillamment appris à le combler en chérissant de tout son cœur les enfants de ses proches et en donnant littéralement naissance à ses nombreuses œuvres artistiques, acceptant cette réalité cruelle avec une résilience absolument admirable. Cependant, dans cette vie vertigineuse, souvent ponctuée de silences intimes et de doutes dévorants, il y avait un phare lumineux, un roc inébranlable sur lequel elle savait qu'elle pourrait toujours s'appuyer quand le monde devenait trop lourd à porter. Cet homme exceptionnel, cette figure tutélaire, c'était le très grand avocat pénaliste Hervé Temim. Même si leur histoire d'amour passionnel s'était achevée des années auparavant, leur lien absolu, leur respect mutuel
elle et leur complicité d'âme avaient merveilleusement survécu au temps et à la séparation amoureuse. Il était son protecteur inconditionnel, son confident le plus précieux, le seul être au monde qui connaissait par cœur ses angoisses les plus sombres et qui savait trouver les mots exacts pour la rassurer quand l'industrie impitoyable du spectacle menaçait de la dévorer tout entière. Puis est arrivé ce funeste mois d'avril 2023, un mois qui allait faire basculer son univers. La disparition brutale d'Hervé Temim a provoqué une onde de choc sans précédent dans toute la société française. Mais pour Valérie, ce fut un véritable effondrement intime, une déchirure irréparable de l'âme lors de ses obsèques. Sous le ciel gris et pesant de la capitale en deuil, la France bouleversée a découvert avec effroi le visage d'une femme littéralement ravagée par le chagrin, une amoureuse orpheline de son pilier le plus solide. Perdre son protecteur spirituel, son témoin de vie le plus fidèle à l'aube de la soixantaine est une douleur foudroyante qui terrasserait n'importe quel être humain face à ce deuil vertigineux, face au poids des années qui s'accumulent et à la solitude d'un grand appartement parisien devenu soudainement trop silencieux. On pourrait logiquement croire que la reine de l'humour aurait définitivement baissé les bras et refermé à jamais le grand rideau rouge sur sa carrière. Mais comment fait-on à 62 ans, avec le cœur brisé en 1000 morceaux et l'âme en peine, pour trouver encore la force inouïe de monter seul sur une scène de théâtre, de déclencher les rires joyeux d'une salle entière? Restez avec moi pour l'ultime chapitre de cette histoire fascinante, car la manière dont Valérie a choisi de briser le silence aujourd'hui pour affronter ses ultimes démons est sans aucun doute la plus magnifique et la plus inspirante des leçons de vie. Comment fait-on, au crépuscule de sa vie, pour survivre quand les lumières éclatantes se sont éteintes, que les applaudissements se sont tus et que l'on se retrouve tragiquement seul face à ces fantômes du passé? Pour Valérie Lemercier, le salut tant espéré n'est pas venu de l'oubli bienveillant ou d'une retraite anticipée, mais d'une décision radicale, courageuse et absolument magnifique, celle de briser enfin le pesant silence de toute une vie. À 62 ans, avec la sagesse que seule la douleur peut offrir, elle a profondément compris que la véritable élégance, la plus pure des noblesses, ne consistait plus à cacher ses fêlures béantes sous un éternel sourire de façade, mais à les revendiquer publiquement avec une honnêteté absolue. Récemment, lors d'entretiens télévisés qui ont profondément bouleversé l'opinion publique, elle a osé nommer ses douleurs avec une précision déchirante, parlant avec une franchise inédite de son séjour salvateur en clinique psychiatrique à la lointaine époque de ses 23 ans, de l'absence si cruelle d'enfants dans son grand appartement et du vide immense, vertigineux, laissé par la mort inattendue de son grand amour Hervé Temim, en racontant publiquement, sans aucun artifice, ce voyage éprouvant au bout de son propre enfer. Elle n'a cherché ni la vaine pitié de son public fidèle, ni la moindre vengeance sordide contre ceux qui l'ont jadis snobé ou humilié sur les plateaux de tournage ou dans les studios de télévision. Au contraire, elle s'est majestueusement libérée de ses toutes dernières chaînes invisibles, prouvant de manière éclatante à la France entière que l'on peut être à la fois, et sans aucune contradiction, une immense icône du rire libérateur et une femme secrètement meurtrie. Sommes-nous véritablement prêts à entendre la tristesse de ceux qui nous font rire avant que les lumières ne s'éteignent à jamais? Qu'adviendrait-il si l'industrie impitoyable du divertissement apprenait enfin à chérir l'âme de ces artistes plutôt que de se contenter de les presser jusqu'à l'épuisement pour quelques millions d'euros? Cette libération intime et intellectuelle s'est merveilleusement traduite sur les planches, puisqu'elle a opéré un retour absolument triomphal au théâtre, avec un nouveau spectacle intimiste, défiant ouvertement la tristesse paralysante et l'angoisse pour retrouver, dans la lumière d'un projecteur isolé, la chaleur réconfortante de son public. L'histoire incroyable de Valérie Lemercier ne lui appartient plus tout à fait aujourd'hui. Elle représente
symboliquement le parcours de tant d'autres artistes écorchés vifs, de toutes ces femmes puissantes mais silencieuses qui ont été contraintes d'endosser un rôle joyeux pour survivre dans un monde qui ne tolère pas leurs larmes. Elle est aujourd'hui une femme profondément souveraine, une artiste totale, incandescente, qui a su alchimiquement transformer ses larmes d'autrefois en lumière d'aujourd'hui et sa solitude immense en une liberté de parole fascinante. Comme elle pourrait si bien le dire avec ce sourire teinté d'ironie qui la caractérise tant, elle ne cherche plus l'approbation de personne. Elle désire simplement raconter sa propre vérité avec sa propre voix. Son destin nous rappelle avec une force émotionnelle inouïe que les personnes qui nous offrent les plus grands éclats de rire sont bien souvent celles qui ont dû traverser seules les nuits les plus sombres et les plus terrifiantes pour trouver, enfin, leur véritable chemin. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment si intime et intense avec nous sur votre chaîne Icônes et Silences. Prenez soin de vous, veillez sur vos proches et n'oubliez jamais, lorsque vous riez devant votre écran, que derrière chaque grand sourire lumineux se cache très souvent un courage immense et insoupçonné.